Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de votre chaîne JC4 TV. Grande est notre joie de vous savoir nombreux et nombreuses et de vous retrouver en ces tout derniers numéros de votre émission Éthique Politique, ce dernier numéro pour l'année 2022. Nous allons déjà vous souhaiter le meilleur vœu pour la prochaine et dans le cadre de cette émission, nous allons échanger avec notre invité de marque. Aujourd'hui, c'est un grand honneur et un plaisir parce que nous allons recevoir monsieur le DG. Il est DG de cette chaîne et nous allons le recevoir aujourd'hui dans sa casquette politique. Avec lui, comme personne ressource, nous allons pouvoir être équipés, argumentés, éclairés, pourquoi pas analyser, faire une étude critique, une étude comparative, une étude, afin que nous puissions pouvoir tirer des dividendes. Avec lui, déjà, nous allons déjà le dire bonjour, monsieur le DG. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans votre casquette scientifique. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre de vos ambitions, déjà, de votre façon de penser, de votre façon de voir politique? Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Bon, étant que politicien, ici je dirais le processus électoral en République démocratique du Congo, cap vers les élections de 2023, oui, c'est quelque chose qui a été préparé durant presque 4 ans. C'était dès les premiers jours de l'investiture du chef, c'était en janvier 2019. Aujourd'hui, on a déjà presque 4 ans, dans quelques jours. On doit totaliser 4 ans de préparation. Et là, moi, en tant que politicien, analyste et politique, je dirais tout le monde est prêt, tous les partis politiques, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et tant d'autres, ils sont vraiment prêts, ils sont tous bien armés pour affronter les prochaines joutes électorales qui s'annoncent au mois de décembre 2023. Merci beaucoup, monsieur le DG. S'il faut déjà, comment on peut vous appeler en dehors de votre statut de DG? Comment on peut vous appeler? Je suis analyste politique, je suis journaliste indépendant. Voilà, je suis M. Jean Crispin Inganga, analyste politique, journaliste indépendant en même temps. Donc on fait des critiques, on essaie un peu de voir l'espace politique congolais. On essaie de mettre les points de vue dans la façon de faire, dans la façon de gérer la chose publique, bien que pas dans des affaires, mais au moins on essaye de jeter un coup d'œil. Avec les médias, nous accompagnons nos politiques, nous accompagnons nos politiciens à bien faire, à leur poser des questions pour qu'ils puissent vraiment s'assurer si les décisions qu'ils prennent sont des bonnes décisions à l'intérieur de la nation. Donc c'est ça notre travail en tant qu'analyste politique, surtout qu'on est journaliste. Merci beaucoup, monsieur Jean Crispin Inganga. Dans ce cadre de cette émission, nous avons notre thématique du jour, cap vers les élections. C'est de l'actualité. On en parle à l'interne comme à l'externe. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'éclairer l'opinion. Comment vous voyez ce processus? Parce que vous avez dit que tout le monde est prêt. Qu'est-ce qui vous rassure? Que finalement tout le monde est prêt. Parce que nous avons des classes politiques, nous avons la société civile, nous avons la communauté internationale. Qu'est-ce qui vous rassure enfin que vraiment tout le monde est prêt? Parce que ici dans notre pays, vous savez qu'il y a des poches, il y a des cercles qui ne partagent pas la même opinion. Comment vous êtes en train de vous rassurer que tout le monde est prêt pour affronter ces processus? Bon, c'est doit être déjà lui-même les garants de la nation, les garants des bons fonctionnements des institutions, les chefs de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Lui-même, déjà même dans le tribune des Nations Unies, il a promis devant le monde entier qu'il y aura les élections, qu'il y aura bel et bien les élections dans son pays en 2023. C'est déjà une assurance, mesurée donc, c'est déjà une assurance, parce que lui-même, les garants
de la nation, le chef de l'État, lorsqu'il dit devant le tribune des Nations Unies qu'il y aura bel et bien les élections, c'est déjà une garantie. Voyez bien, ça prouve qu'il y aura des élections. Alors nous allons profiter de cette occasion pour essayer de sensibiliser et surtout de profiter d'envoyer tout le monde, de demander à tout le monde de bien vouloir s'enrôler, parce que il y a l'enrôlement qui a commencé ici à Kinshasa et dans d'autres provinces depuis le 24 décembre. Alors j'ai profité de cette occasion pour demander à tout le monde de s'adhérer, plutôt de s'enrôler massivement, parce qu'il y aura bel et bien des élections, que personne ne soit distrait, il y aura bel et bien des élections. Comme je l'ai dit, la plus grande des garanties, c'est déjà lorsque le chef lui-même a dit qu'il y aura bel et bien les élections. Surtout que les élections qui seront financées par l'État congolais. Avant qu'on en parle, avant qu'on parle du processus d'enrôlement des électeurs, parce que là aussi, il y a quelques inquiétudes, entre guillemets. Et ici, avant qu'on en arrive là, parlons un peu de l'unanimité des acteurs politiques. Parce que non seulement la population va aller aux élections, mais il y a aussi cette grande problématique concernant les acteurs, parce que les acteurs, il y a les opposants, il y a la majorité présidentielle, il y a la société civile. Qu'en pensez-vous de certains acteurs qui déjà étaient dans la majorité et qui à l'heure actuelle ne sont plus dans la majorité? Comment voyez-vous cette façon-là déjà, où les uns sont en train de tirer le couteau de leur côté? Vous avez par exemple les clans Katumbi, vous avez les clans Tshisekedi, vous avez les clans Fayulu, Matata Pognon et les autres. Comment déjà voyez-vous cela? Ici, moi, je pense que la politique, oui, ce sont des cartes politiques, peut-être ce sont des stratégies. Il y a peut-être ceux-là qui ne voudront pas qu'il y ait des élections, ceux-là qui voudront qu'il y ait des négociations. Voyez un peu, des dialogues. Alors, pour juste, mais là, vous voulez plonger tout un pays dans les chaos, voyez un peu. S'il n'y a pas respect de la Constitution, parce que la Constitution dit les chefs étaient élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, ici, je pense non seulement les chefs de l'État, mais aussi les élus, les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs et tant d'autres. Leur mandat, c'est un mandat de 5 ans. De 5 ans. Si. Renouvelable, c'est renouvelable une seule fois, oui. Si alors, aujourd'hui, on s'est dit, apparemment, il y a des couteaux, il y a d'autres clans qui veulent à ce qu'il n'y ait pas des élections, d'autres clans, par exemple, là, il y a une déclaration commune entre Matata Pognon, Martin Fayulu et Denis Mukwege, qui veulent à ce que, selon eux, et veulent à ce qu'il puisse y avoir la recomposition, soit de la restructuration de la CENI, aussi de la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que est-ce qu'à l'heure actuelle, je pense que ça n'a pas vraiment sa place d'être, parce que lorsqu'on avait composé la CENI, ces gens, ils étaient où? C'est ça la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Ils étaient où? Apparemment, ils veulent venir avec des... Non seulement eux, mais tous ceux-là qui sont dans la catégorie de ceux qui... Dans la classe politique, dans l'ensemble, que ce soit les confessions religieuses, que ce soit la société civile, l'opposition, tout comme la majorité, ils étaient tous presque d'accord, bien qu'il y ait eu certaines... il y a eu quand même d'autres qui ont essayé un peu de boycotter, il y a eu un peu de contradictions, mais au finish, l'Assemblée nationale avait accepté d'investir le bureau Kadima. Voyez un peu. Alors, dès que cela a été fait, il fallait qu'il y ait peut-être des recours, et comme cela n'a pas été fait, peut-être aujourd'hui là, je pense qu'en cours de les temps, il nous reste quelques mois. Voyez un peu. Il nous reste quelques mois pour presque une année. Alors, j'aimerais, ici je demanderais à nos acteurs politiques d'essayer un peu de mettre de l'eau dans leur vin pour faciliter les choses, que les choses puissent aller comme tel. Merci beaucoup, monsieur Jean Crispin Inganga. Mais avant qu'on aille loin, très chers téléspectateurs, comprenez que nous avons suffisamment, la matière elle est abondante, parce que si on veut tout parler en ce jour, rassurez-vous que nous n'allons pas épuiser le volume de la matière, parce que revenons un peu en ce qui concerne l'état de siège. Nous sommes dans un pays où nous savons que l'insécurité est en train de gangréner les couches de
la population. Qu'en pensez-vous pour ce qui concerne le processus électoral? Comment faites-vous ces rapprochements entre l'insécurité à l'est de notre pays, où cette zone est sous état de siège, et en même temps, il y a... Comment voyez-vous ces choses? Bon, ici, je pense que le chef de l'État fait l'essentiel. Parce que la population de là, elle est tentée aussi de se poser des questions. Oui, ici, le chef, je pense qu'il est les garants des bons fonctionnements des institutions. Oui. Il avait fait des promesses d'éradiquer cette situation à l'est de notre pays. Et je pense qu'ici, il a pris encore son engagement devant les tribunes des Nations Unies de dire qu'il y aura bel et bien une cessation de la guerre, ou une cessation des hostilités dans la partie est de son pays. Alors, ils sont allés, ils ont fait un mini-sommet, c'était à Luanda le mois passé, bien que les prétendus, bon, je sais pas moi, les prétendus les alliés du M23, le président rwandais Paul Kagame avait prié par son absence, mais au moins les gens qui étaient là, les facilitateurs, ou Kenyatta et tant d'autres, ils ont essayé de trouver un compromis et ils ont voulu à ce qu'il y avait des conclusions qui ont été trouvées pour que la paix puisse revenir à l'Est, surtout que nous sommes pendant une année électorale. Il faudrait que la population de l'Est, c'est une grande partie de notre pays. Une trop grande partie de la population. Alors, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de participants aux élections. Alors, les chefs ici, parce qu'il est chef de l'État, parce qu'il est candidat aux prochaines joutes électorales, je pense qu'il doit faire de la sorte qu'il puisse y avoir éradication de la guerre dans cette partie avant les élections, pour que tout un chacun de ces gens qui se trouvent de l'autre côté puissent au moins avoir la facilité d'aller élire leur propre élection. La partie est demeure encore sous état de siège. Alors je ne sais pas, nous allons au processus électoral sous cet état-là, où elle va être abrogée, parce que l'état de siège, elle venait d'être adoptée encore en unanimité, prolongée par le Parlement et le Sénat. Est-ce que ça va s'arrêter ou ça continue? Ici, je pense que la dernière décision revient aux élites nationaux. Ouais. Moi, étant qu'analyste, et surtout, j'ai bien demandé, et surtout d'essayer un peu d'étudier d'autres stratégies. Peut-être lever l'état de siège, chercher peut-être comment renforcer les moyens de sécurité, renforcer nos FARDC avec des matériaux de guerre pour qu'ils puissent faire face aux ennemis. Mais là, je pense que déjà les M23 qui ont voulu déposer les armes, là, il y a quand même une volonté qui se manifeste. Donc, on est en train de comprendre que le travail qui a été fait par les chefs, la diplomatie mise en place, essaie un peu de nous ramener quoi, de nous remettre en confiance. En confiance, voyez un peu. Donc je pense que les élites, quant à eux, ils vont se décider de la prorogation de l'état de siège ou non. Mais moi, je pense qu'il faudrait au moins essayer d'enlever cet état de siège pour qu'on puisse étudier d'autres stratégies, d'autres paramètres pour qu'on puisse voir comment éradiquer la guerre dans cette partie est de notre pays. En tout cas. Et s'il faut, merci beaucoup, monsieur Jean Crispin Inganga. Et s'il faut aujourd'hui, à la manière où le processus, pour ce qui concerne l'enrôlement des électeurs, la qualité, je ne sais pas, à un moment donné, on a été informé, mis en confiance que les choses devraient se passer telles que il doit y avoir d'abord recensement, puis il doit y avoir les cartes de citoyenneté, et puis les cartes d'électeurs, et pas plus qu'hier, nous nous sommes rendus dans des centres d'enrôlement et nous ne bénéficions que d'une seule pièce électorale. Nous ne savons pas où est passée cette promesse de recensement et comment le gouvernement, vous en tant qu'analyste, bien entendu, nous ne voulons pas vous sortir de cette casquette. Comment, quel est votre point de vue par rapport à cette promesse? Bon, ici je pense que
La CENI, oui, c'est vrai que la CENI a reçu les financements pour l'octroi des cartes, d'abord des citoyennetés et puis les cartes d'électeurs. Mais la CENI nous a promis, avant le processus électoral, avant le lancement de ces processus. Êtes-vous sûr que la CENI a reçu les financements? Bien sûr. Même et même la CENI, même le recensement. Oui, la CENI nous a promis, la CENI avait dit, après 2 ou 3 semaines, après avoir livré les cartes d'électeurs, après 1, 2 ou 3 semaines, les électeurs pourront rentrer dans leur centre d'enrôlement pour cette fois-là recevoir leur carte de citoyenneté. Voyez un peu. Donc nous attendons, c'est vrai qu'il y a un peu un problème qui se pose, surtout même avec le processus électoral, il y a un problème. Ici c'est une question un peu de l'organisation, parce que vous voyez là, au début, le premier, deuxième, troisième jour, il y a eu des événements un peu catastrophiques. Vous voyez, il y a des OPS qui ne savent pas maîtriser l'ordinateur. Là c'est une question d'orientation. Alors si c'est un problème, parce que les gens qui ont été sélectionnés, peut-être ce ne sont pas les gens qui méritent d'être là. Vous voyez bien. On dit souvent, il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Il y a d'autres personnes peut-être qui ne sont pas qualifiées pour être les opérateurs de saisie, mais ils ont été sélectionnés peut-être par influence familiale, par lien familial. Vous voyez un peu. Alors, et là il faut remettre l'organisation en cause. Ce sont des choses que nous déplorons jusque-là, mais espérons que ces choses vont s'améliorer dans les jours à venir. Et surtout ici, j'aimerais aussi demander concernant ces retards, les délais qui a été donné par la CENI, on avait donné 30 jours, je pense que c'est vraiment insuffisant avec la population. On voit un peu le surpeuplement de notre ville, par exemple, la ville province. On voit un peu que c'est le temps qui est un peu trop limité. Alors il faudrait au moins encore revoir à ces points, ajouter encore les temps, donner encore les temps au temps. Donc il faudrait ajouter peut-être encore un mois ou soit pourquoi pas même 20 jours, parce que pour essayer un peu de... Déjà c'est déjà un problème technique au départ. Les gens qui ont été sélectionnés, peut-être, ils n'arrivaient peut-être pas à maîtriser la situation. Alors, et bien là, j'ai suivi hier, aujourd'hui ce matin, sur la radio Capi, la CENI a dit qu'il y aura mesures de grâce pour les centres qui ont commencé un peu en retard. On va leur accorder quelques jours de prolongation, oui. Mais je pense que les quelques jours là ne suffiront peut-être pas. Il faudrait au moins voir comment ajouter même 30 jours, pourquoi pas même 20 jours, pour que tout citoyen puisse accomplir son devoir civique, surtout c'est un devoir civique, avoir sa carte d'électeur. Tout citoyen est appelé à aller élire les candidats, soit ses dirigeants. Donc c'est ce que j'ai pouvais lancer comme appel du côté CENI. Par ça, je pense. Merci beaucoup, monsieur le DG, monsieur Jean Crispin Inganga, pour toutes ces informations. Nous sommes en train de nous estimer errés, d'être suffisamment nourris. Et avant peut-être de clôturer, de clore cet échange, vous, en tant qu'analyste politique, parce que vous savez comment ça se déroule dans ces pays où nous sommes en train d'assister à des chaos. Tout commence, ça peut commencer bien et ça n'aboutit pas. Ou soit ça commence pour un atterrissage brusque. Vous avez l'opinion nationale qu'internationale, avec les élections que nous avons connues en 2006, les élections que nous avions connues en 2011, en 2018, on déplore et nous sommes reprochés techniquement être assistés par l'extérieur, et puis la qualité, donc où il y a une remise en cause pour ce qui concerne la légitimité de ceux qui sont élus. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'analyste politique pour ce qui concerne les élections de 2023? Quel est votre point de vue? Est-ce pensez-vous que les choses ne seront plus comme elles ont été hier? Il y aura de l'amélioration, on aura de la qualité, ou quel espoir pouvez-vous donner à nos téléspectateurs et à toute la population congolaise qui attend, qui soupire après ces élections? Ici, je dirais, sans valer les mots, étant qu'un pays souverain, il faudrait d'abord qu'il n'y ait pas de l'ingérence. C'est vrai qu'il y a des puissances, il y a la puissance internationale, mais nous sommes
un pays souverain. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'ingérence, surtout en ce qui concerne les questions électorales. Oui, les présidents en matière technique, techniquement, oui. Les présidents de la CENI, M. Kadima, c'est un expert en matière électorale. Il a travaillé en Afrique, aussi au monde. Alors je pense que la personne, il fallait qu'il soit là. Il était bien entendu aussi en 2018, dans l'équipe technique de M. Corneille Nangaa. Et on déplore la qualité. La qualité d'aujourd'hui ou la qualité d'hier, de 2018. Lui-même était là. On est humain, il y a toujours des imperfections. On est humain. Mais je pense ici qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de l'ingérence externe. Elle vient d'où l'ingérence? L'ingérence vient du fait que nous sommes un pays bien que souverain, mais nous sommes un pays faible, un pays en voie de développement, un pays que je pourrais me dire un pays sous-développé, parce que nous avons besoin de l'aide externe. Alors, lorsque les Occidentaux, soit de l'extérieur, viennent nous financer, ou soit viennent financer nos élections, et là, ils peuvent avoir le pouvoir de dire tout ce qu'ils veulent. Alors, les élections passées, les élections précédentes, je pense que le président honoré Joseph Kabila avait refusé l'aide externe. L'aide extérieure, il a voulu à ce qu'il y ait des élections avec les financements propres de son pays. Oui, comme je suis en train de dire, il faudrait qu'il n'y ait pas de l'ingérence. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'ingérence. Il faudrait que la communauté internationale, l'Occident puisse laisser au gouvernement congolais faire son choix avec sa propre population. Vous savez déjà, ici, c'est la population qui est le souverain primaire. Il faudrait donc que la population puisse aller faire les choix de leurs propres dirigeants. Et je pense que comme les élections précédentes, le président honoraire Joseph Kabila avait organisé les élections avec les moyens propres de son pays. Alors cette fois-ci aussi, le président Tshisekedi verse qu'il y ait des élections organisées avec les frais, plutôt les fonds propres de son pays. Alors avec ça, je pense qu'il n'y aura pas de l'ingérence. Il faudrait maintenant que la population puisse faire les choix de ses dirigeants. Oui, merci beaucoup, monsieur l'invité. Nous sommes suffisamment équipés comme ça. Alors, quel espoir nous pouvons donner à la population, cette population congolaise qui a connu cette cacophonie et ces désordres de 2006? Je sais que la réponse peut être suffisante pour les uns. 2006, 2011, 2018. 2006, 2011, ainsi que 2018. Alors, techniquement, comment entrevoyez-vous? Hier, c'était la machine à voter. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelle machine. Comment vous entrevoyez ces choses pour inspirer confiance à cette population qui attend ces élections? Est-ce que ces élections amèneront-elles réellement à un changement attendu par la population? Une question vraiment pertinente, une question que j'attendais d'ailleurs. Ouais. Ici, vous savez, ici, il n'y a pas de l'espoir à donner à la population. Il n'y a pas de l'espoir, je le dis bien. La population étant les souverains primaires, c'est à eux-mêmes de gagner leur propre espoir. C'est à eux-mêmes. C'est-à-dire, lorsque la population va se décider de faire un bon choix, de faire le choix des bons dirigeants, il y aura maintenant de l'espoir. C'est à eux-mêmes de voir qui peut être notre dirigeant, qui peut être notre chef de riz, parce qu'il y aura cette fois-ci, il y aura même des élections municipales. Alors, qui peut être notre chef de riz, qui peut être notre chef du quartier, qui peut être notre bourgmestre, pour moi, député provincial, député national, gouverneur et tant d'autres. Alors ici, je pense qu'avec la population comme souverain primaire, et même voudront ce qu'ils veulent comme espoir. Moi, j'ai pas de l'espoir à leur donner. Ici, je vais profiter de cette occasion pour essayer de les sensibiliser, de s'enrôler très massivement pour aller faire des très bons choix. Ici, il ne faudrait pas que la population soit typée, qu'on puisse les tromper avec des t-shirts, avec des képis, avec des polos, mais il faudrait voir la personne qui peut être comme dirigeant de nos institutions, qui peut bien gérer la chose publique. Donc je vais leur demander de bien faire leur choix pour que notre pays puisse aller dans un voie de développement. Surtout que nous sommes dans un changement attendu. Donc c'est au souverain primaire qui est la population de bien faire les choix des dirigeants. C'est un peu ça. Et dans la mesure où certains acteurs politiques, certains hommes d'État entrevoient déjà de manœuvres de glissement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ici, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut
émettre notre point de vue par rapport à ceux qui sont maintenant, ceux qui sont en train d'assister dans la scène politique actuellement. Il y a eu déjà avant-hier déjà il y a eu la démission des 3 ministres du gouvernement Sama Lokonde, les ministres ici de gauche et plutôt ici du clan Katumbi. Ici je pense qu'il n'y aura pas de glissement. Vous voyez, il y aura pas de... La personne qui veut qu'il y ait glissement, c'est-à-dire il la perd. Cette personne a perd. Vous êtes analyste. Et tant qu'analyste, je pense que c'est là qui prévoit un glissement. Ils veulent peut-être se servir de la population alors. Ils veulent se servir de la population, c'est-à-dire vers leurs propres intérêts, se faire des postes, gagner des postes ministériels, se faire de l'argent. Et moi, étant qu'analyste politique, j'adhère à l'idée du chef de l'État lorsqu'il dit qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Et là, je profite encore cette occasion pour demander à la population de s'enrôler et de demander aux acteurs politiques de se préparer, de préparer leurs armes, d'affronter les élections. Il y aura bel et bien les élections, il n'y aura pas de glissement. Les chefs n'ont pas besoin qu'il y ait un glissement. Et dans le cas où il y aura bel et bien les élections de 2018, 2023, de 2023, voulais-je dire, pensez-vous qu'il y aura la transparence, cette transparence-là, parce qu'il y a cette question qui revient très souvent des crises de légitimité, les acteurs qui sont élus et dont on remet en doute leur légitimité, et au niveau interne et au niveau international. Est-ce qu'à l'issue des élections de 2023, il n'y aura pas cette crise? C'est toujours... Nous allons avoir des fils indiens au niveau de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est toujours comme ça dans le monde entier, même aux États-Unis, là où la démocratie a commencé, il y a toujours des contestations. Je ne pense pas qu'il peut y avoir des élections sans contestation. Sont liées, j'espère qu'elles sont liées, non seulement au doute, mais lorsqu'on a aussi une organisation, pas à la taille des acteurs. Mais vous voulez que cette organisation, vous voulez quelle organisation? Vous voulez que la meilleure des organisations, lui-même, les grands prêtres, Dieu puisse envoyer, déléguer les anges pour qu'il y ait l'organisation des élections en RDC? Ou soit seulement nous, Congolais, qui allons peut-être chercher à organiser les choses. Je ne pense pas que Nzambe Likolo il doit envoyer ses anges pour qu'il puisse avoir l'organisation des élections. Je ne pense pas. C'est toujours nous les humains. Monsieur Denis Kadima, c'est un expert aux questions électorales. Il a travaillé sur le plan africain et sur le plan international. C'est un expert, Kadima. Et monsieur Denis Kadima avec son équipe, je pense qu'on peut leur accorder de la chance. Nous avons déploré les élections de 2018. Denis Kadima, comme je l'ai dit tantôt, il faisait bien partie des experts de la CENI. Les consultants, oui. Aujourd'hui, il figure à la tête même de cette institution. Doit-on encore lui accorder une seconde chance alors que ceux qui ont contesté les élections de 2018 se retrouvent maintenant en grande partie à l'opposition? Normalement, dans un pays démocratique, il faudrait qu'il y ait plutôt l'opposition. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait de l'opposition. Les chefs, l'autre fois, il avait dit que l'opposition est trop faible. Donc apparemment, les pouvoirs en place s'est dit qu'il n'y a pas une opposition. Mais il faudrait qu'il y ait une forte opposition. Vous voyez un peu. L'opposition va toujours contester. Vous voyez? Et je pense que les élections passées, c'est un opposant qui avait remporté les élections. Et cette fois-ci, nous voulons à ce que nous allons aussi accorder de la chance à la personne qui va mériter. Peut-être ça peut aussi être un opposant. Il y a des alliés aujourd'hui qui veulent. Nous sommes en train d'assister à une sorte de coalition du côté opposition. Peut-être qu'on pourra peut-être voir demain après-demain Joseph Kabila Kabange, soit avec sa famille politique PPRD, ou soit l'FCC s'allier à Moïse Katumbi, il ne faudra pas, ou soit Denis Kadima, et plutôt Denis Mukwege qui aspire. Aujourd'hui, peut-être il y a certaines personnes qui pensent qu'il pourra mieux faire la chose. Alors, si aujourd'hui il s'est présenté comme étant candidat président de la République, alors il doit nous présenter son projet d'action. Monsieur Moïse Katumbi, projet de société plutôt. Monsieur Moïse Katumbi, candidat aux prochaines élections, il s'est déjà prononcé. Monsieur Martin Fayoulou, je ne sais pas. Nous sommes en démocratie. Nous voulons à ce que la personne qui va nous présenter un bon projet de société doit être élue. Et M. Kadima, il faudrait qu'il y ait de la transparence. Je ne pense pas que Kadima ait été imposé par les pouvoirs en place. Il a été désigné par la société civile. Mais contesté en même temps. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Il y a toujours des contestations tant que nous sommes humains. Il y aura toujours des contestations. Contesté non seulement par des acteurs. Même aux États-Unis. Contesté aussi par l'extérieur. Non seulement l'extérieur. D'abord à l'interne, contesté aussi par l'organisation
confessions religieuses contestées par la société civile. C'était une franche la société civile, pas toute la société civile. Parce que la société civile, elle était représentée. Oui, absolument. Et je pense, parce que je disais, nous sommes dans un pays démocratique, il faudrait qu'il y ait toujours des contestations. Même aux États-Unis, là où la démocratie est née, il y a toujours des contestations. Mais je sais que je vais aussi demander, nous étant que les médias, nous qui allons accompagner la population à bien faire leur choix, il faudrait ici qu'il y ait des débats médiatisés entre les candidats. C'est la meilleure façon, c'est la meilleure des choses, ce que j'ai pu proposer aujourd'hui, ce qui n'a pas été avant. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'il y ait une innovation. Il faudrait ici que les médias que nous sommes, nous puissions organiser des débats entre les candidats présidents, les candidats députés nationaux, les candidats sénateurs, les candidats gouverneurs, bourgmestres, ainsi que d'autres. Là, ça pourra nous aider, ça pourra au moins nous aider la population à bien faire leurs choix et voir la compétence de tout et chacun d'eux. Voilà, très chers téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Avant d'aboutir et d'atterrir en douceur, nous rappelons ici que le point culminant de ces numéros, nous sentons là un appel à plus d'organisations d'ordre médiatique où les acteurs ou les médias, la presse que nous sommes invités à organiser des débats, pourquoi pas, qui se passent sous d'autres dossiers. Par exemple en France, c'est un pays démocratique où il y a plus de respect des droits de l'homme. Vous voyez qu'il y a des débats médiatisés des acteurs politiques. Ça, c'est vraiment un appel et j'espère que ce n'est pas... Parce que vous avez parlé de la France où il y a le respect des droits de l'homme. Alors Finlande, le pays en Finlande, c'est aussi un pays où il y a le respect de la liberté de la presse. Alors cette fois-ci, les pays les plus libres sur les plans médiatiques. Alors nous voulons cette fois-ci qu'il y ait au moins cet exercice démocratique entre les candidats. Que ce soit la RDC demain. La RDC demain, oui, nous espérons, parce qu'on parle ici d'un changement de l'espace médiatique congolais. Je pense que tout est possible. Il faudrait cette fois-ci qu'il y ait une innovation. Il faudrait qu'il y ait des débats entre les candidats, parce que j'ai suivi hier dans un plateau de télé, il y a les uns qui traitaient les autres des incompétents, qui disaient par exemple, le monsieur ne sait pas parler français, il ne sait pas, voilà. Alors ici, j'invite la CENI, j'invite l'organisation, différentes organisations, que cette fois-ci, qu'il y ait au moins des débats télévisés entre les candidats, qu'ils puissent s'affronter. Et là, ça permettra à ce que les électeurs... à mesurer les niveaux de tout un chacun. Bien apprécié. Qui pourra bien gérer la chose publique. C'est un peu ça. Très cher, nous rappelons que nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'échanger, analyser politiquement, parler des élections, cap vers les élections de 2023. Telle est notre thématique avec notre invité Jean Crispin Inganga dans sa casquette d'homme politique. Il est le DG en même temps un entrepreneur de certaines actions que nous encourageons. C'est de tels hommes que nous avons besoin dans la société où nous voyons des actions concrètes, parce que nous pouvons rappeler que vous êtes aux États-Unis. Le président Washington, le tout premier président américain, était bien et bien un entrepreneur avant de devenir homme d'État. Nous sommes suffisamment équipés comme ça. Nous disons merci. Avant que nous puissions clore, avant que nous puissions vous donner votre dernier mot, une petite question. Avez-vous des ambitions politiques en tant qu'individuellement pour ce qui vous concerne? Oui, ouvertement je dirais, je suis politicien, je suis politique, je suis analyste politique. C'est une passion. C'est une passion pour moi, alors je ne peux pas douter aujourd'hui devant le monde. Et devant le monde, je dirais, je suis, étant politicien, étant politique, je prévois peut-être dans les jours à venir, pas peut-être aujourd'hui, mais s'il y a demande, si la population veut que nous puissions servir la nation, on pourra le faire, pourquoi pas. Et on n'ira pas en politique peut-être pour se servir. Vous voyez, pas pour se servir, mais pour servir la nation, la population, la société. Vous voyez, c'est pas, je dirais pas qu'on a des ambitions, mais parce qu'on est passionné, parce qu'on est dans la politique, et surtout on dit, même si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous d'une manière ou d'une autre. Alors, on vit dans la politique, et tout ce qu'on fait, c'est la politique, on est dirigé, ou soit notre vie quotidienne, c'est la politique. Alors, il faut, pourquoi pas décliner cette demande, soit cette offre, au cas où la population
population, au cas où la population voulait porter à cœur et la population demande à ce qu'on puisse les représenter dans des institutions. On ne peut pas décliner cette offre alors. Mais pour ces élections, je dirais qu'on n'est pas candidat. Si on était candidat, on allait déjà annoncer. Donc on n'est pas candidat, sauf qu'on veut aussi accompagner notre pays de notre manière sur les plans médiatiques. On va essayer de sensibiliser la population, comment faire les bons choix, qui parmi les critères des choix des candidats, on va les aider via les médias. Oui. Merci beaucoup. Et puis, pour le pouvoir en place, avez-vous des penchants? Vous êtes de quel côté? Parce que, en dehors de cette casquette médiatique, mais parce que vous êtes politicien, vous basculez de quel courant présidentiel? Majorité, opposition? Je dirais, je reste impartial. Je suis impartial, je suis neutre, c'est-à-dire indépendant. Avez-vous déjà un choix? Non, en fait, nous acclamons lorsque les choses sont bien faites, et lorsque les choses ne marchent pas, ou soit les choses ne sont pas bien faites, on essaie un peu de recadrer, ou soit déplorer. Donc c'est ça notre travail, tant que médias aussi. Et tant que médias, nous sommes appelés à dire tout haut ce que la population dit tout bas. Alors, au cas où les choses n'allaient pas bien, on doit toujours déplorer. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis de tel courant, je suis tisséquédiste, je suis, je ne sais pas moi, de l'opposition, je reste analyste politique, je reste politicien indépendant, c'est un peu ça, donc je n'ai pas vraiment de côté penchant. Je suis neutre, impartial. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue et pour ces numéros, ces tout derniers numéros de votre émission Éthique Politique. Merci de toujours continuer à vous abonner, merci de toujours continuer à vous attacher, à toujours accompagner cette chaîne JC4. Nous sommes très fiers pour vous et nous vous souhaitons déjà nos meilleurs vœux, le meilleur. Je m'avais déjà donné un dernier mot à notre invité afin que nous puissions concrètement clore notre numéro pour cette année 2022. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. Et je veux aussi profiter de cette occasion pour souhaiter aussi les meilleurs vœux, plein santé, prospérité, bonheur à toute la communauté JC4 Service, et vous tous qui nous aimez, vous tous qui nous avez toujours porté à cœur, vous tous qui nous avez toujours accompagnés de près ou de loin. Ici, je vois ma grande famille Wawa. Je vois ici notre directeur général adjoint, monsieur Michel Loupaya. Il est le patron de l'agence de la communication visuelle MLI Pro, déjà à partir de la ville de Kikwit. Nous disons un grand merci à l'agence des communications visuelles JC4 Service. Nous disons un grand merci à la grande équipe. Ici, je vois notre chef du personnel, monsieur Serge Bouche. Je vois aussi notre directeur de cabinet, monsieur Richard Mani. Nous souhaitons en même temps les meilleurs vœux de santé, de prospérité à notre fiancée Myriam Mampouya. Nous disons un grand merci à notre grande sœur Kinda Clara, notre big manager, voyez un peu l'héros dans l'ombre des big managers, Mathieu Djondo. Nous disons un grand merci à notre petit Sébastien Mapois, Ketia Kanen et notre petite. Nous souhaitons tous ces mondes-là. Nous disons un grand merci à la famille Lupacha. Nous voyons là notre maman Fatih Kouaino. Nous voyons aussi notre maman Cathy Solan, aussi avec la grande famille. Je vois là mon petit Jean-Paul J.P. Kanyate, Laurent Chimpanga, je vois monsieur Apoki Gilonda et tout consort. Vous voyez, les temps nous est imparti, nous courons derrière les temps. Un grand merci à la grande équipe JC4 TV. Nous voyons monsieur Icardi Ignace, Lars Komba, tous ces mondes-là, nous vous sommes vraiment reconnaissants. Je vais profiter de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à notre ami Vanessa Tenga Tiatima, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Et là, je pense que j'aurai aussi mon invitation, voilà. Et à part ça, merveille à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci très chers fidèles téléspectateurs. Nous voici complètement à la fin de ces numéros. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Vous étiez au début
début de cette année 2022. Nous voici ensemble avec vous à la fin de cette année. Nous vous souhaitons plein succès et beaucoup de bonheur dans vos familles et vos foyers. De bonnes choses également à tous ceux qui nous connaissent de loin ou de près. Nous sommes fiers de vous avoir comme amis, fiers de vous avoir comme parents, fiers de vous avoir comme connaissances. Je m'en vais déjà dire merci à cette chaîne qui nous accompagne, mais j'aimerais aussi penser et faire de vœux le meilleur à nos parents, frères et sœurs. Je pense ici à toute l'équipe qui est devant moi, ainsi sans peut-être citer les noms, monsieur le DG l'a fait. Je m'en vais soin de vous. Au revoir.